Bienvenue, Monsieur Thierry Ozer, directeur général de la caravane de Dimo. Bonjour à tous les Malgaches et les Malgaches. Oui, bienvenue à la radio Don Bosco, bienvenue à Madagascar. Merci beaucoup. Oui. Tengasu. Tongassou. Tongassou. C'est toujours bien d'entendre un Vasa qui parle malgache. Oui, quel mot malgache vous connaissez aussi? Qui veut dire? Oui et non. Oui et non. Qui est une particularité de la culture malgache. Oui. Oui et non. Le oui et non. Parce qu'il y a un peu le mouvement de la tête. Lors de votre venue ici à Madagascar en ce moment, est-ce que vous avez déjà trouvé les 10 mots ou quelques mots en malgache dans le cadre de la francophonie? Oui, le fait de dire bienvenue, le fait de dire merci, quelques mots comme ça qui font cette hospitalité de chacun des pays qu'on a visité avec la caravane. Et à Madagascar, c'est très présent. Mais la caravane des Dimo, c'est quoi? Alors, la caravane des Dimo, c'est une idée qui m'est venue par le fait de ce qu'on a tous en soi, c'est une langue. C'est-à-dire le partage de la langue. Et moi, parlant le français, je me suis interrogé sur qu'est-ce que les gens pensent de cette langue que nous avons en partage, cette langue que nous parlons tous les jours. Et donc, c'est un projet qui tente à démontrer que chaque personne qui parle la langue française l'enrichit par ce qu'il est. C'est-à-dire que toute personne qui apprend le français enrichit la langue française par ce qu'il est lui-même, suivant son lieu de naissance, son parcours social, familial, intellectuel, suivant les moments de la vie. Comme je dis toujours, on ne pense pas la même chose des mots suivant qu'on est triste, suivant qu'on est gai, suivant qu'on est au travail, suivant qu'on est en vacances, suivant qu'on est riche, suivant qu'on est pauvre. Voilà. Et donc, du coup, la caravane, c'est aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. Et quelle démarche vous suivez pour atteindre cet objectif? Alors, la démarche, elle est très simple, c'est qu'on prend des artistes de toute la planète francophone, et on leur demande d'aller au plus près des populations de leur territoire pour faire émerger, pour faire ressortir de ces personnes ce ressenti qu'ils ont des mots de la langue. Alors on prend 10 mots chaque année et toutes ces équipes artistiques travaillent sur les mêmes 10 mots pour montrer qu'est-ce qu'on pense quand on dit le mot avatar à Madagascar, comment on voit le mot avatar au Mali, en Côte d'Ivoire, en Arménie, en Chine, parce que le projet de la caravane, c'est un projet qui travaille avec plein de territoires où on parle le français, mais pas toujours des territoires de l'Organisation internationale de la francophonie. On va beaucoup plus loin. C'est tous les locuteurs de français dans le monde. Ces 10 mots, vous le prenez dans le jargon français, dans le dictionnaire français ou par rapport à ce que les gens dans tous les pays parlent français? Alors justement, ces 10 mots, ils sont choisis. Ils ne sont pas choisis par nous, comme ça on n'a pas de problème avec le choix. Ils sont choisis par l'ensemble des délégations de langue française dans le monde, qui représentent à la fois la Belgique, la Suisse, le Québec, la France, l'OIF, le Sénégal, etc. Et ils sont choisis sur un thème. Chaque année, il y a un thème. L'année 2017, ça sera les mots sur la toile, l'Internet en fait, les mots de la toile, avatar, etc. Il y a nuages. Et puis, il y a des années comme l'année dernière, c'était des spécificités locales. Alors, il y avait des mots comme vigous, ristret, les mots québécois, c'était dépanneur, poudrerie. Et c'est des spécificités linguistiques qui montrent à quel point la langue française doit s'émanciper dans cette francophonie. Alors, j'ai une phrase que certains trouvent rigolote, c'est dire que la francophonie devrait être à la langue française ce que le haut débit fut à Internet. C'est-à-dire que pour moi, la francophonie est une chance pour la langue française. Elle donne cet arc-en-ciel de vision du monde qui me permet de croire, mais comme tous les caravaniers, que c'est une chance pour l'avenir. Vous en êtes à votre 6e forum, c'est un peu récent, et pourquoi vous parlez de forum? Alors, le premier forum, il avait en 2006, c'est-à-dire qu'on a déjà 10 ans. C'est petit, mais 10 ans, c'est déjà un âge de réflexion. Pourquoi on l'a appelé forum? Parce que c'est un moment de communion, de partage, de réflexion. Je voulais l'appeler Carrefour au début, pour vous dire la vérité, et puis en fait ça faisait trop Carrefour dans le sens politique du terme. Alors, donc du coup le forum c'est vraiment une rencontre, une harmonie sur un territoire. Et l'idée en 2006 ça a été de réunir 10 projets de caravane parce qu'il y avait 10 mots, et de se mettre dans le cadre de ce forum juste à côté du sommet de la francophonie. Et nous avons fait Bucarest, Québec, Montreux, Kinshasa au Congo, Dakar au Sénégal il y a 2 ans, et puis aujourd'hui nous sommes à Tana. Bienvenue. Merci beaucoup.
Quand on entend caravane, on pense des voitures, des spectacles dans les rues. Est-ce que ça se passe comme ça? Oui, oui, il y a ça. Chaque caravanier se raccroche à cette caravane. Et donc, nous avons des caravaniers dans le monde entier. Parce que à travers ce projet, la caravane, c'est venu... le nom, je l'ai trouvé grâce à ma rencontre avec les Touaregs dans le désert. Vous savez, ces dromadaires qu'on voit s'accrocher avec la queue, etc. Et qui font ces longues caravanes avec ces gens qui, pendant toute leur existence, ont fait de la transhumance. C'est-à-dire qu'on portait à la fois sa culture, son toit et son commerce avec soi. Et puis la caravane dans l'Occident, c'est aussi ces choses qu'on a accrochées derrière les voitures pour partir en vacances. La fameuse caravane, le camping car, comme on dit en anglais. Et donc du coup, pour moi, c'était l'enchevêtrement entre ces deux sens du mot caravane. Alors, quand on arrive et qu'on dit c'est le forum des caravanes, eh ben c'est à la fois des artistes donc, qui sont à Madagascar, on est une vingtaine de pays représentés, et puis on va à la fois faire des formations, on va faire des ateliers artistiques avec la population malgache, on va faire des conférences, et puis on a deux immenses marionnettes qui vont se balader dans le village de la francophonie, un grand lion, un crocodile et puis deux petites bestioles qui sont dessus, c'est des lémuriens. Vous avez parlé tout à l'heure de marionnettes, lions et crocodiles, mais que représentent ces animaux pour la caravane des Dimo? Alors l'idée justement c'est que ce projet soit véritablement culturel mais jusqu'au fond du terme, c'est-à-dire que le crocodile en fait c'est le personnage que nous avons créé pour la République démocratique du Congo puisque c'est l'animal préféré des Congolais. Et puis ensuite nous sommes allés à Dakar et donc nous avons fait un magnifique lion. Et là, depuis que nous sommes arrivés à Tana, il y a une jeune artiste plasticienne malgache qui est en train de créer deux lémuriens. Parce que vous êtes à Madagascar. Exactement. Et je pense qu'il faut que voilà, le projet de la caravane, c'est vraiment aussi de s'imprégner du territoire sur lequel nous sommes. L'important dans le projet de la caravane, c'est de parler de quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est cette francophonie des peuples. Avant de parler de la francophonie du peuple, est-ce que les caravaniers sont tous donc des artistes et ce que vous allez faire pendant les formations et tout ça, ce sont aussi pour les artistes ou pour tout le monde? Alors, oui, dans les caravanes, il y a toujours des artistes. C'est une obligation parce qu'il faut travailler avec les populations. Donc, dans chacune des caravanes, il y a des artistes. Mais quand nous nous réunissons dans le cadre du forum, ce n'est pas toujours l'artiste qui vient, pour plein de raisons, des raisons d'agenda, enfin, etc., d'emploi du temps. Donc, il y a beaucoup d'artistes, mais il y a aussi des gens qui sont plus administratifs, c'est-à-dire qui gèrent le projet de la caravane sur leur territoire. L'idée étant quand même que ces artistes, quand ils viennent ici, puissent s'imprégner de la culture malgache pour justement pouvoir repartir, parce que c'est un projet d'éponge en fait, la caravane. Chaque caravanier est une éponge, c'est un vrai être humain en fait, un être humain comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il reçoit et il donne et il reçoit. Vous avez parlé tout à l'heure de francophonie des peuples. Qu'entendez-vous par francophonie des peuples? Alors la francophonie des peuples, c'est une histoire qui vient du premier forum. Quand nous étions à Bucarest, on s'est dit qu'entre nous, c'était la première fois qu'on se réunissait, et dans ces 10 caravanes, la première fois, il y avait une compagnie malgache, la compagnie Mangal. On ne s'était jamais rencontrés. Chacun avait mené son projet de caravane sur son territoire. Et quand on s'est retrouvés tous ensemble, on a eu l'impression d'une harmonie, d'une certaine forme de foi dans le travail sur cette langue. Nos cultures s'entrechoquaient et il y avait cette harmonie. On s'est dit on ne peut pas rester, après avoir passé un moment aussi fort ensemble, sans dire quelque chose à l'ensemble du monde. Alors on est un peu comme ça utopique, hein. Mais on a rédigé sur le toit du Théâtre national de Bucarest ce qu'on a appelé l'appel à la francophonie des peuples. L'appel à la francophonie des peuples, c'est quoi? C'est de dire que tout locuteur de français dans le monde est justement un des éléments de cette francophonie. Et pourquoi nous avons lancé cette francophonie des peuples? C'est pour aller un peu, non pas à l'encontre, hein, mais interpeller les chefs d'État et de gouvernement que quand ils organisent un grand sommet de la francophonie, avec tout l'argent que ça représente, il faut aussi comprendre qu'il y a toute la population sur le territoire et que cette population doit être prise en compte. C'est très important. Et parce que sans les locuteurs de français dans le monde, alors il n'y a plus de sommet de la francophonie. Il faut que les chefs d'État et de gouvernement comprennent bien que sans nous, sans tous les citoyens du monde entier qui partagent le français, la francophonie ne peut pas exister. Et que donc, du coup, chaque fois qu'ils se réunissent, il faut qu'ils comprennent que nous sommes là. Et quand les chefs d'État et de gouvernement vont arriver à Tana,
dans 2 ou 3 jours, il faudrait qu'ils viennent avec leur voiture visiter la ville de Tana, qu'ils prennent le temps d'aller voir tous ces gens qui vivent ici, cette culture, cette générosité depuis qu'on est arrivé, ces sourires dans la rue. Tana, ce n'est pas seulement l'image qu'on veut en donner à l'extérieur, il faut le vivre pour le comprendre, comme tous les territoires où nous sommes allés. Ces chefs d'État et de gouvernement doivent bien comprendre que sans nous, ils n'ont pas d'avenir. Voilà, c'est ça la francophonie des peuples. Cette francophonie des peuples-là, vous le faites seulement dans le cadre de la francophonie, du sommet de la francophonie, ou vous le faites aussi en dehors? Non, nous le faisons toute l'année. Chaque année, les caravanes fonctionnent. Tous les ans, il y a un appel à projet et tous les ans, chacune des équipes de caravane fait un projet de caravane. Et puis, nous militons pas que dans le cadre du sommet de la francophonie, évidemment. Nous avons sorti des ouvrages. Le premier livre s'appelle La francophonie des peuples. Le deuxième ouvrage s'appelle Manifeste pour l'hospitalité des langues. Parce que la caravane des 10 mots, c'est un projet qui tente à promouvoir le plurilinguisme, le multilinguisme. C'est-à-dire que moi, je suis très content de rencontrer des Malgaches qui parlent le malgache, mais qui aussi parlent le français. Car moi, je viens d'un pays qui est peut-être le seul pays unilingue de la francophonie, c'est la France. Tous les autres pays ont des langues différentes du français, et c'est justement ce qui enrichit ça. Donc nous faisons des conférences, nous faisons des productions de livres, nous sommes aussi à chaque fois sur les forums internationaux de langue francophone, nous allons au congrès mondial des professeurs de français, leur dire « Regardez, nous sommes là ». Toute l'année, nous travaillons sur cette francophonie des peuples. Il faut la mettre dans l'éducation du français, par exemple, à Madagascar, au Sénégal, au Congo, même en Chine. C'est-à-dire qu'un petit Chinois qui apprend le français aujourd'hui, il faut qu'il ait la possibilité de comprendre que le français est une langue plurielle et que la définition du mot qu'il va apprendre dans le dictionnaire a des facettes et des couleurs différentes, qu'on soit à Tana, à Diego Suarez, à Moncton, etc., etc. Et ça, nous le faisons donc toute l'année. Nous interpellons les chefs d'État et de gouvernement toute l'année. Mais c'est vrai que venir dans le cadre environnemental du sommet, c'est de leur dire, vous ne pouvez plus faire ce type de manifestation sans prendre en compte les citoyens. Avez-vous déjà eu des résultats positifs? Oui, je vais vous donner un simple exemple. En 2014, nous étions donc à Dakar, au Sénégal. Le président Macky Sall, lors de l'ouverture du sommet de la francophonie, dans son discours d'ouverture, à la deuxième phrase, il a dit « Nous ne pouvons pas imaginer la francophonie sans la francophonie des peuples. » Vous pouvez regarder avant, jamais dans l'histoire de la francophonie institutionnelle, cette phrase n'avait été sortie par un chef d'État. Donc, bien sûr, il y a des gens qui me disent « Oui, mais il l'a dit, est-ce qu'il le pense ?» C'est déjà bien qu'ils le disent. C'est un travail utopique, ce que nous avons lancé. Mais il est sincère et comme il est partagé par les populations, il doit être entendu. Alors ça, c'était un fait important. Nous sommes aussi soutenus par les organisations internationales. Nous sommes hier, ou avant-hier, nous avions une vidéoconférence avec l'Institut international de la francophonie et tous nos caravaniers qui étaient venus avec des chercheurs et qui se posent des questions sur nous. Nous sommes en train de travailler pour voir si on pourrait financer une thèse sur le projet de la caravane pour que ce projet-là reste une des traces de la recherche sur les langues dans le monde. Je remercie dès maintenant la population malgache de son accueil, de tous les malgaches que nous avons rencontrés, tant dans les ateliers que dans les restaurants. Nous sommes allés dans un club danser l'autre jour avec un artiste énormissime qui nous a fait un plaisir fantastique pendant près de 3 heures. Nous aurons peut-être la chance. Le seul regret que nous avons quand on fait les forums, c'est qu'on n'a pas le temps de visiter le territoire. Et c'est vrai que Tana est une ville énorme, bouillonnante de vie incroyable. Et malheureusement, Madagascar est un pays fantastique, dont on a vu des images. On espère tous pouvoir revenir pour voir un peu ces magnifiques paysages qui sont ici. Je vous remercie. Merci à vous. Vous avez parlé tout à l'heure de marionnettes, lions et crocodiles, mais que représentent ces animaux pour la caravane des 10 mots? Alors l'idée justement, c'est que ce projet soit véritablement culturel, mais jusqu'au fond du terme. C'est-à-dire que le crocodile, en fait, c'est le personnage que nous avons créé pour la République démocratique du Congo, puisque c'est l'animal préféré des Congolais. Et puis ensuite, nous sommes allés à Dakar, et donc nous avons fait un magnifique lion. Et là, depuis que nous sommes arrivés à Tana, il y a une jeune artiste plasticienne malgache qui est en train de créer 2 limuriens. Et dès la fin de matinée, nous allons accrocher ces 2 limuriens, un sur le crocodile et un sur le lion. Et donc, vous pouvez retrouver ces grandes marionnettes
tous les jours, dès aujourd'hui, dès cet après-midi, au village de la francophonie. Hier, nous avons eu un succès énorme avec tous les enfants, des photos, etc. Donc, nous, on vous attend vraiment tous les habitants. Venez nous voir, vraiment, du petit au plus âgé, il n'y a aucun souci. Et puis, il y a une deuxième manifestation, c'est samedi 26 novembre, à partir de 15h30, à l'Alliance française d'Antananarivo. Nous faisons la fête du forum. C'est-à-dire, c'est une restitution de tout ce qui s'est passé dans la semaine au niveau des ateliers. Tous les enfants qui ont participé vont venir présenter leur travail au public dans une grande fête. C'est le programme pour tout public Tout public, petits, âgés, femmes, enfants, messieurs, venez voir le travail justement de tout ce qui a été fait avec des artistes à la fois malgaches, mais ivoiriens, il y a des Comoriens, il y a des gens, des Rodriguais, il y a des Arméniens, il y a des Canadiens, il y a des Tchèques. Voilà, venez voir le travail et cette collaboration artistique fusionnelle qu'il y a eu entre ces artistes des pays francophones et bien sûr cet artiste malgache avec beaucoup de talent. On vous attend toutes et tous. Je vais faire un petit reportage. Alors, ma définition à moi. Oui, c'est vous. Par exemple. Ma définition à moi. Alors, qu'est-ce que je vais vous choisir? Héberger. Héberger, pour moi, c'est quelque chose de... C'est ma propre définition. Pour moi, héberger, c'est savoir ouvrir son cœur. C'est, comment dire, héberger quelqu'un, c'est lui donner ce qu'il y a de plus profond en soi. Vous n'hébergez que quand vous êtes capable d'ouvrir votre intérieur à quelqu'un. Et en plus, en lui donnant ce que vous avez de mieux, même si c'est peu de choses. Voilà. Héberger, pour moi, c'est le mot de l'avenir, en tout cas. Voilà, c'est ça ma définition. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous choisir? Pirate. Pirate. Alors pirate, c'est un peu ce que nous sommes, pirate, parce qu'on a cette image du pirate qui est une image assez ancienne. Alors le monsieur est sur son bateau avec le petit machin en cachant son œil. Nous, on est des pirates des temps modernes, c'est-à-dire qu'on a envie de pirater la francophonie au monde institutionnel de la francophonie. On veut la récupérer en fait. Un pirate, c'est quelqu'un qui va aller chercher sur la toile ça. Pour moi, nous sommes des pirates de la francophonie. En fait, on veut reprendre ce qui est à nous, parce que ça nous appartient. C'est la société civile qui fait vivre la francophonie. Alors voilà, nous sommes des pirates de la francophonie. Marie-Hélène Como, vous venez de Canada, vous êtes un artiste de Canada. C'est quoi l'art que vous faites? Moi, je fais de l'art visuel. Au Canada, on dit plutôt art visuel, mais j'entends de plus en plus plasticienne pour dire la même chose. En fait, c'est plasticien, c'est de manipuler la matière plastique, la transformer pour nous faire réfléchir, nous faire voir des choses, aller à la rencontre de l'autre aussi par cette matière plastique-là. Donc, ça peut être le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, tout ce qui est matière qui n'est pas virtuelle, qui est tangible, qu'on peut prendre dans nos mains et la manipuler aussi. Depuis quand, Marie-Hélène, vous êtes artiste plasticienne? C'est une bonne question. Je ne sais pas à quel moment officiellement on peut endosser ce titre-là, parce que nos parcours nous font bifurquer, aller à droite et à gauche, et c'est difficile au Canada de vivre aussi de son art, de vivre en tant qu'artiste. Il y en a qui réussissent très bien, et selon aussi différents facteurs, soit qu'on soit un homme, une femme. Si on est une femme autochtone au Canada, artiste, elle se situe au plus bas de l'échelle salariale. Donc, c'est important de faire autre chose aussi. Donc, ça fait longtemps. En fait, j'habite au Yukon. Je suis née à Montréal, au Québec, et j'habite au Yukon depuis une vingtaine d'années, près de 25 ans.
Et je dirais que c'est au moment où je suis arrivée au Yukon où cette envie-là d'exprimer par l'art ce que je vivais, c'est de plus en plus manifesté et c'est bien ancré. Aujourd'hui, en ce moment, je fais un doctorat en art et j'utilise l'art pour faire émerger l'histoire des gens. Donc, les gens font des projets d'art et parlent de leur histoire personnelle à travers l'art. Donc, être artiste, on peut faire des expositions, être un artiste peintre, sculpteur et faire des expositions dans des institutions, ce qui est très bien, mais de plus en plus, l'art est utilisé dans un contexte social où les gens vont se rencontrer par l'art, un contexte aussi au niveau de la santé. Il y a de plus en plus d'artistes au Canada qui travaillent avec des gens malades, des aînés, des gens souffrant d'Alzheimer, avec des enfants malades. Donc, l'art sort de pour ce qui est du Canada, sort de son institution et va s'intégrer à d'autres aspects de la vie sociale aussi. Ben, c'est ça. Moi, c'est à ce niveau-là que j'aime bien être une artiste, avoir l'impression d'avoir un rôle social à jouer, ce que me permet aussi la Caravane des 10 mots en tant qu'artiste francophone. J'aime bien dire que je suis née francophone au Québec, je suis née francophone, dans un contexte francophone. Au Yukon, je me suis épanouie comme francophone là-bas, au sein de la communauté qui est là-bas, mais je suis devenue une artiste francophone véritablement au sein de la Caravane des 10 mots, où là, mes gestes d'artiste ont pris un sens au niveau de ma francophonie. Est-ce qu'on peut dire qu'au Canada, être un artiste, c'est un métier? Oui, on peut en faire un métier. On peut être artiste professionnel avec des bourses du gouvernement, être un artisan aussi. Il y a beaucoup de place pour, selon le choix de chacun, c'est possible. Mais c'est toujours bien d'avoir un plan B. Ouais, puis aussi souvent les artistes sont si l'artiste se blesse, un sculpteur se blesse, un musicien se blesse, s'il n'y a pas de plan B, si le musicien ne peut plus pratiquer sa musique, là, il y a une réflexion à faire, puis c'est ça, il faut trouver des solutions. Est-ce qu'au Canada, vous avez une école des beaux-arts? Oui, on a l'école... en fait, on n'appelle plus ça l'école des beaux-arts. Il y a dans les milieux universitaires, il y a des cours d'art, des cours pour... puis il y a aussi, c'est possible d'apprendre le métier de céramiste, par exemple, ou le métier, donc des métiers plus nichés, plus ciblés. À l'université, on nous montre en ce moment à l'université différents types d'art, ce qui est possible aussi, ou l'enseignement des arts. En ce moment, c'est ça. Il y a 10 ans, c'était différent. Dans 10 ans, ce sera autre chose. En fait, l'art suit beaucoup les changements de notre société. L'art n'est pas déconnecté des changements de la société. Donc, maintenant, c'est de plus en plus des arts visuels avec les ordinateurs, avec les nouvelles technologies. Alors, c'est beaucoup ça. Pensez-vous que l'art est un facteur de développement? Oui, c'est un facteur de développement qui est peu reconnu. C'est le parent pauvre. On construit pas de route, on construit rien. Mais on construit l'être humain. L'être humain se construit par l'art, par sa façon de s'exprimer. Le projet d'art que je fais avec les élèves, avec les enfants, hier, j'ai commencé à travailler avec les enfants malgaches et il y avait cette construction-là de liens entre eux, de liens avec des élèves qui sont à l'autre bout du monde. On a réfléchi, on a parlé ensemble. L'atelier d'art est devenu ce milieu-là de rencontre, de prendre le temps de faire cette rencontre-là. On vit tous des vies effrénées où tout va super vite. Alors, de prendre ce temps-là, ça devient précieux aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, l'art réussit à faire ça encore. Vous êtes à Madagascar en ce moment. Comment trouvez-vous les enfants, les artistes malgaches lors de vos ateliers? C'est génial. Lorsqu'on était à Dakar, au Sénégal, on a fait des interventions auprès des enfants, mais on n'avait pas de contact avec les artistes locaux. Et on avait souligné cette envie-là de travailler aussi avec les plasticiens de l'endroit où avait lieu le forum. Donc, cette année, on a le plaisir, c'est vraiment un bonheur
extraordinaire pour nous, les artistes, de rencontrer les artistes locaux, de travailler, d'échanger avec eux. C'est génial. Et les enfants, mais les enfants sont merveilleux. Hier, je dois dire qu'au Canada, Internet et l'ordinateur prend une telle importance que les enfants ne dessinent presque plus. Ils dessinent à un bas âge et assez rapidement, leur intérêt se porte vers l'informatique. Donc, l'acquisition de techniques de dessin elle est plus lente, elle est plus... alors qu'hier, quand je suis arrivée, on a commencé l'atelier et immédiatement, les élèves, je pouvais voir qu'ils surclassaient leur développement technique, leur développement graphique et au-delà supérieur que ce que je vois, moi, en ce moment au Canada. Mais c'est les répercussions technologiques, en fait. Mais oui, c'est merveilleux. Ils sont très bons et ils n'ont eu aucune hésitation. Et même une fois l'atelier terminé, ils ont continué de dessiner. C'était génial. Donc, nous avons un bon potentiel. Oui, et le projet d'art nomade que je fais, j'invite les élèves à dessiner des objets nomades qu'ils transportent avec eux dans leurs déplacements. Alors, les enfants au Canada ont fait leur projet que j'ai apporté avec eux. Et à la fin du projet de l'atelier hier, les jeunes ont regardé, ont comparé leurs objets qu'ils avaient dessinés avec les objets que les jeunes Canadiens francophones avaient dessinés. Il y avait des choses semblables et il y avait des trucs différents. Et certains étaient très surpris de voir cette différence-là. Donc, l'art a initié aussi cette conversation-là, cet échange-là. Pourquoi il y aurait cette différence-là ou pourquoi... Moi, je viens d'un pays froid, il y a la neige, en ce moment, il fait -20, -30. Les enfants n'ont pas de dessiné de sandales dans leur objet, alors qu'ici, les enfants, il y a un élève qui a décidé de dessiner sa paire de sandales. Et il y a ça aussi, il y a cette réflexion-là au niveau du climat, un échange intéressant, oui. Moi, je viens du Canada, du Nord canadien. Un des 3 territoires du Canada, c'est le territoire du Yukon, où on a une longue tradition avec le nomadisme, les peuples au nord du Canada, les Inuits et beaucoup de peuples autochtones aussi. Le nomadisme a toujours fait encore partie de plusieurs aspects de leur mode de vie. Donc, c'est ce mot-là que j'ai décidé de visiter. Comment, aujourd'hui, on peut chacun être nomade à notre façon, se déplacer dans nos pensées, être nomade à l'intérieur de soi et à l'extérieur aussi dans nos déplacements physiques. En fait, le nomadisme existe encore selon Jacques Attali, je crois, qui disait qu'en tout moment, il y a toujours 1 million d'êtres humains qui sont en ce moment dans les airs, dans les avions, en déplacement. On est toujours en déplacement, même si on croit que tout est permanent. Et avec ce mot-là, d'ailleurs, j'ai décidé cette année de faire des projets d'art nomades. Bon, je le disais, je viens du Yukon. Le Yukon, c'est grand comme l'Espagne et il y a seulement 30 000 personnes environ qui y habitent. Donc, nous sommes très isolés du restant des grands centres urbains, isolés aussi sur le territoire. Il y a des gens qui habitent plus loin que d'autres. Donc, en faisant un projet d'art nomade, j'utilise l'art et les mots de la Caravane des 10 mots pour créer des traits d'union entre les gens et entre les cultures. Car en ce moment, quand je suis partie la semaine dernière du Canada, avant de partir, j'ai commencé un projet d'art nomade avec des élèves francophones de la communauté franco-yukonaise, donc la communauté francophone qui habite au Yukon, dans ce territoire nordique-là. Et j'ai apporté ce projet-là avec moi et depuis hier, avec des élèves malgaches, on continue le projet. Le projet se poursuit et dans quelques jours, je repartirai avec le résultat de ce qui a été fait ici et je retournerai au Canada. Donc, quand les jeunes ici travaillent sur ce projet-là, ils regardent ce que les jeunes du Canada ont fait. Donc, l'art devient un lieu de réflexion, un lieu de rencontre aussi. Ils se rencontrent par l'art. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Vous parlez tout le temps d'enfants, d'élèves. L'atelier que vous faites ici, c'est justement pour les enfants. C'est principalement avec les enfants, oui. Au Canada, je donne des ateliers pour la Caravane des 10 mots
à tout le monde, à toute la population, tous les âges. Ça s'adapte bien. C'est le fait d'avoir seulement 10 mots nous donne aux artistes une énorme flexibilité. Le 10 mots, on peut l'adapter comme on veut, comme là, je fais un projet d'art nomade, donc on travaille pas avec les lettres N-O-M-A-D-E, mais on travaille avec l'essence du mot. Donc, et il y a des artistes, moi je suis plasticienne, mais il y a des danseurs, des slameurs, des gens du théâtre aussi, de cirque. C'est une belle flexibilité. Les mots deviennent une matière de création très intéressante pour tout le monde et pour nous, les francophones au Canada, au Yukon, dans notre petite communauté, ça nous permet de sortir de notre isolement et de nous connecter sur les francophones de partout. Et c'est très précieux, ça. Quel mot malgache les enfants malgaches vous ont appris? Je vais me tourner vers ma traductrice ici. C'était des mots que je ne connaissais pas, mais ensemble, les jeunes ont écrit les mots malgaches sur leur projet d'art et on a fait la traduction en français. Donc, moi, quand je vais retourner, dans ma communauté, il y a des gens de Madagascar qui habitent là-bas. Alors, je vais aussi pouvoir inviter ces gens-là à venir présenter et parler des mots aussi malgaches qui sont présents sur les projets d'art. Oui, je vous remercie. Merci.